C'est en Guyane, dans un département français d'outre-mer, que toute la Smala s'apprête à vivre de nouvelles aventures, loin des sentiers balisés. Alors moi, c'est Pierre. Et moi, c'est Violaine. Moi, je m'appelle Valentin et j'ai 13 ans. Et moi, c'est Fontane et j'ai 8 ans. Moi, je m'appelle Liliotte et j'ai 6 ans. Bon, et ben moi c'est Willy. Le temps de récupérer notre véhicule de location avec lequel nous n'allons sûrement pas passer inaperçu. Et c'est parti! Alors en route la Smala pour la Guyane! Située au nord-est de l'Amérique du Sud, la Guyane est le royaume de la nature. Guyane signifie sans nom en amérindien. C'est ainsi qu'ils ont appelé cette infime partie de la forêt amazonienne qui couvre l'essentiel du territoire. Première étape, le chef-lieu du département. On est à Cayenne! Et on est à Cayenne. Cayenne, nous voilà. Bonjour Cayenne, on arrive. Nous faisons tout de suite connaissance avec la population. Issue des vagues d'immigration successives, créoles, amérindiens, noirs-marrons, mongs, brésiliens, forge la richesse humaine de ce département. Petite ville paisible, Cayenne s'ouvre sur l'océan. Les plages de Montjoly invitent à goûter à cette mer sombre mais bienfaisante pour se remettre du voyage. Elles étaient grosses ces vagues. Au réveil, des seaux d'eau tombent du ciel. Nous sommes en février, c'est la petite saison des pluies, ce qui ne signifie pas qu'il pleut moins, contrairement à ce que l'on pourrait croire, mais que cette période dure moins longtemps. Heureusement, il fait chaud et nous profitons d'une accalmie pour faire un tour au marché. Ce n'est pas la cohue, mais le va-et-vient est incessant. C'est un magnifique patchwork ethnique de couleurs, de saveurs et de produits locaux au nom méconnu de notre répertoire d'Européens. Dachine, igname, carambole, ramboutan, papaye verte, calou. Comme on promène son chien un peu partout ailleurs, ici, on promène sa picolette. On en prend soin car ce petit oiseau peut coûter très cher, jusqu'à 2000 €. Son plumage et son chant feront la différence lors de concours enfiévrés dont les Guyanais raffolent. Pause déjeuner avec Lucienne que nous avons rencontrée au marché. C'est la présidente de la gastronomie guyanaise, ce qui semble être une belle promesse pour les gourmands que nous sommes. Je vous présentais le grand chef cuisinier, monsieur Sylvio Champessin. Bonjour monsieur, Madame, ça a l'air très appétissant ce que vous préparez là. eh bien là, je vais vous préparer une gratine couac. C'est fait avec de la semoule de couac. Là, ce sont des cassaves farcies au poulet boucané. Et puis là, ce sont des escargots de mer. Et tout ça, ce sont que des produits typiquement guyanais. Là, ce sont des... Et puis jamais goûté et que j'ai fait effarci aux crevettes. Et vous allez voir, c'est excellent. N'ayez pas peur. Non, non, non. Bon, on va passer à table alors. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est votre gratin de couac aux crevettes. Merci. Merci Silvio. It's delicious. Trop bon. J'adore. Quoi qu'on en dise, c'est excellent. Délicieux. J'ai jamais goûté, j'ai le jamais goûté. Et alors, t'as goûté le jamais goûté? Et alors? Bah ça y est, j'ai goûté. Comment c'est? Excellent. J'ai jamais mangé du poisson aussi bon. Moi qui n'aime pas le poisson, eh ben. Oh, comment elle est grosse cette assiette. L'événement le plus important en Guyane est incontestablement celui du carnaval. Nous avons rendez-vous chez Robert, l'initiateur du groupe Manaré. Chaque week-end, tous les membres de cette association se réunissent afin de défendre l'idée d'un carnaval original et s'affaire à terminer les costumes qui serviront pour le défilé du dimanche soir. Imagination, agilité, passion et patience aussi sont indispensables. Ça sert à quoi ça? Ça sera pour mettre sur un costume. C'est pour quand ça dégouline du volcan? Voilà, on appelle ça de la lave. Ce carnaval, il commence traditionnellement le dimanche qui suit l'épiphanie et il se termine obligatoirement le mercredi décembre. Il n'y a pas un carnaval unique, il y a des carnavals.
Et ces carnavals donc, ont lieu tous les dimanches dans les rues de toutes les communes. Est-ce que c'est toujours le même déguisement? Non, tous les dimanches, il y en a un nouveau. Un déguisement. Un déguisement par dimanche. Pourquoi ils sont faits les déguisements? Ben, tu vois, c'est tout simplement ça. Du carton de emballage qu'on découpe, qu'on habille, qu'on peint. Vous faites des traits pour les découper d'abord. Bien sûr, on fait des traits, je fais des maquettes. Ça doit être compliqué à faire des costumes. C'est surtout énormément de travail. Je fais beaucoup de choses et j'arrive quand même parce que c'est une passion. « 17h, Manaré donne le la. Chaque groupe y va de son originalité, qui au terme de ces 8 semaines de liesse doit être primée. Chant traditionnel et percussion mènent la danse. De temps à autre, quelques coups de piston et des spectateurs qui se mêlent au défilé. C'est ça les touloulous? Oui, mais c'est interdit aux enfants. Durant le carnaval, les célèbres touloulous sont à l'honneur dans les bals du samedi soir. Sous un amas de jupons et de froufrous se cache normalement une femme, mais personne ne sait laquelle. Dans l'anonymat le plus complet, elle peut demander aux hommes d'exaucer tous ses désirs. Chaud devant. Waouh, ça déchire la capoeira. Durant cette période, la vie économique du département tourne quelque peu au ralenti, quand on sait que 4 jours hebdomadaires, entre activité et récupération, sont nécessaires à cette manifestation. On pourrait quasiment appeler ça du temps plein. À 20h30, la rue se vide, comme s'il ne s'était rien passé. Lundi, la vie reprend son cours et nous prenons la route. Nous avons hâte de découvrir ce vaste territoire si peu fréquenté par les touristes. Si tous les chemins mènent à Rome, en Guyane, une seule route conduit à Saint-Laurent-du-Maroni. La nationale 1 ressemble plutôt à une départementale. Peu de monde dans les quelques villages isolés que nous traversons, c'est pourtant là, le long du littoral, que se concentre la majorité de la population. Je viens de voir à gauche la route des vampires. Ah bon? Ouais. Maman, j'ai plus que ça. Sinon, on est arrivé. Des amis nous ont donné l'adresse de Christine. Elle a gentiment accepté de nous héberger pour quelques jours. Installée en Guyane depuis une trentaine d'années, elle travaille au laboratoire de l'hôpital de Saint-Laurent. À peine arrivés, les enfants n'ont qu'une hâte. Aller voir les drôles d'animaux de compagnie qui vivent dans sa maison. Allez, on va regarder les araignées. Super! Oui, j'adore les araignées. J'adore ça. Vous avez acheté? Mais non, on les a trouvés dans un champ d'ananas. Oh, des trucs. Regarde comme elle est belle. Oula, c'est de la bête. Ils sont mignonnes. On peut les caresser? Ouais. Elles sont Sur toi. Oulala, 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 elles viennent sur N'aie pas chatouille. peur. Elle est mignonne. Ça y est, mon Doucement. Faut pas lui faire peur. Elle m'a fait des chatouilles, c'était rigolo. Elle a eu un peu peur, là. Faut pas faire de bruit. Et tu vois, les toiles, elles font des toiles, elles s'enferment dedans. Puis des fois, tu as l'impression qu'il y a 2 araignées, c'est parce qu'elles ont fait une mue. Il y en a combien des araignées? Il y en a 9. Et voilà, la plus ancienne, Mazel Tov. C'est impressionnant. Énorme. Voilà, regarde, on dirait de la peluche. Viens voir. La Violaine est vraiment arachnophobe. Elle est vraiment très très Moi, bonne. j'ai une copine, c'est pareil. Et juste ce soir-là, il y en a une qui s'est échappée. Ah bah c'est une première. Je vais faire un vœu. Oui, et ben moi je préfère quand même les chiens. Heureusement, Christine a très envie de nous faire partager la vie locale, car plus encore qu'à Cayenne, les rives du fleuve Maroni sont au carrefour d'un formidable mélange de cultures.
Chaque groupe ethnique tente de sauvegarder ses traditions, quelles que soient ses origines. Les boules, là, c'est ce qu'on appelle le pamba. C'est du kaolin, aggloméré. Et ça sert à quoi? Ça sert à être mangé. Et les dames, elles mangent ça comme le kaolin, dans c'est certains la pierre, c'est- Oui, mais les dames, elles mangent ça, surtout quand elles sont enceintes, elles ont des envies de pamba. Seulement, le problème, c'est que ça donne des fortes anémies. Donc, on fait des campagnes pour que les gens ne mangent pas le pamba. Mais c'est culturel. Pour faire ses courses, Christine a l'habitude d'aller de l'autre côté du fleuve, à Albina, au Suriname. C'est facile, il n'y a pas de formalité à remplir. Une frontière naturelle, donc, où il semble impossible de contrôler les allers-retours incessants des pirogues. Là, on a changé de pays. On est passé de France directement au Suriname en l'espace de 10 minutes. Regarde, même les voitures traversent le fleuve sur les pirogues. C'est ailleurs, c'est complètement ailleurs. Il roule à gauche alors. Il roule à gauche. C'est une ville fantôme ici. Tu as des commerçants qui habitent, mais il y a très peu d'habitants. Les gens, ils viennent d'ailleurs, ils viennent faire leurs courses. Et ils repartent dans les hauteurs, ou ils repartent à Saint-Laurent. Ou... C'est le royaume de la contrefaçon. Tout le monde s'habille en Gucci, Nike, que des faux ici. Tiens, on va rentrer dans un supermarché. Ici, le commerce est tenu par les Chinois. Donc, tout vient de Chine. C'est quoi la monnaie d'ici? C'est le dollar caraïbe. Dollar caraïbe, qui a quelle valeur? Je crois que 10 €, c'est 3 $. Donc 3 fois moins cher. En revanche, ici, on ne retrouve pas la même nonchalance qui a bercé le début de notre voyage. Nous comprendrons par la suite les tensions ressenties. Cette limite naturelle dessinée par le fleuve laisse passer de nombreux clandestins que la Guyane peut difficilement accueillir. En suivant le Maroni, on découvre sur les rives quelques villages amérindiens ou noirs marrons. Plusieurs générations d'une même famille qui vivent traditionnellement de la pêche et de la chasse et plus efficacement du RMI et des allocations familiales. Nous accostons à Malinka, petit village de 37 habitants, noirs marrons. Ils doivent leur nom à leurs ancêtres, esclaves fuyant au XVIIe siècle les plantations pour venir se réfugier dans la forêt. Là encore, l'animal domestique du village n'est pas celui que l'on croyait. C'est un mouton paresseux à 2 doigts. Il descend des fois. Ouais, il descend, ouais. Mais là, les gens veulent se faire sécher. Pas descendre, hein. J'en avais un très gros chez moi comme ça. Ah ouais? Ça devient agressif quand elle a le dit. Ça défend les enfants, surtout quand les gens qui n'habitent pas dans la maison qui viennent comme ça, ils les attaquent. C'est comme un chien, quoi. Ça devient comme un chien. C'est une espèce protégée? Oui, c'est protégé. C'est une espèce qui est protégée, mais les gens le mangent quand même. Hein. Sur le fleuve ici, les gens, il n'y a pas de contrôle, ils ne font pas de contrôle. Puis les gens, Parce que ça se mange. Oui, ça se mange. Tout se mange ici. Hein. Avant, quand ils chassaient, c'était simplement pour leur consommation personnelle. Mais maintenant, ils le revendent, puis ils en tuent beaucoup. Puis bientôt, il n'y en aura plus. Hein. Et c'est dommage. Les Noirs marrons, aussi appelés Bushinengue, perpétuent des traditions proches de leurs ancêtres africains que l'on retrouve chez les artistes Tambéréman. Awini Dimpai va nous en dire plus, mais il ne parle que le taki-taki et la présence de Marc, notre guide, ne sera pas superflue pour nous aider à décoder cet art ancestral qu'est le també. C'est donc une peinture qui est issue de la culture noir-marron. Et donc c'est une esthétique qui a traversé les âges depuis à peu près 3 siècles et que Awini continue de marquer et de tracer encore maintenant. Donc on voit hein, surtout des formes géométriques avec des couleurs. Et donc la couleur permet justement de révéler les entrelacs et les différentes dimensions du tembé. Les tembés étaient des messages comme ça qui étaient envoyés souvent à sa proche compagne, à sa future femme. Et donc ces messages permettaient de découvrir à quel niveau était son futur prétendant, quoi. Donc il y a à chaque fois une symbolique derrière. Ouh là là, il s'est mis à pleuvoir. Bon bah qu'est-ce qu'on fait? On peut essayer. On l'a fait de la taille qu'on veut, la bordure. Ouais, et puis mettre comme ça, c'est pas trop bien. Tiens, tu tiens la règle là-bas.
Il y a la peinture sur du bois, donc il y a du tembé sculpté. Il y a aussi, les femmes font du tembé, on appelle ça le mamiao. Donc là, c'est de la couture et sur des morceaux de tissu qui servent de pagne. Et les coiffures aussi. On arrive à dessiner sur les têtes des formes très géométriques qui ressemblent au tembé. Quoi, et le point commun, c'est donc ces formes géométriques finalement. Ouais, quasiment, c'est ça. Ouais. Ah, il faut que tu retrouves le milieu de ça. Voilà. Ça grandit pas. Faire où? Voilà. Ah oui. Écoutez, ça, il est là. Ah d'accord. Ouais ben, c'est compliqué quand même. C'est pas ça. Ça va, tu te repères? Presque. Merci. Là. Il est beau ton poisson. Et voilà lui, hein. Super, pas tout à fait du chilingué. Pour apercevoir de près les animaux qui vivent en Guyane, nous avons trouvé la solution. Monter à bord de l'Arche de Jean-Yves et de sa petite famille. Voilà, pour entrer. Ils accueillent depuis plus de 20 ans des animaux blessés, traqués ou délaissés. C'est une véritable histoire d'amour entre le maître des lieux et ses pensionnaires. Ça, c'est des ocelots. Alors, c'est un animal, pour le simple touriste, c'est un animal qui est en état. La seule chose, c'est que c'est un animal qui a souffert et donc il fait du nanisme. Mais normalement, il devrait faire aux environs de 12 à 13 kilos. Les animaux peuvent très rarement repartir en forêt. Pour ceux qui vivent en groupe social, ils doivent être lâchés en groupe. Un animal tout seul, dans un groupe social qu'il rencontre, il est étranger. Et chez les animaux, l'étranger, il a tous les torts. C'est celui qui vient bouffer dans notre gamelle, c'est celui qui nous suit. Donc on va le refouler parce qu'on ne se tue pas dans la même espèce. Mais on indique au prédateur que celui-là, on peut le prendre parce qu'il n'est d'aucun intérêt pour le groupe, il n'est pas du groupe. Voilà. Bill, alors, c'est un raton crabier. C'est un animal, comme beaucoup d'animaux en Amazonie, qui sont omnivores. Hein. Il mange à tous les râteliers. Oh, oh là là. Enfin, vous voyez qu'il réfléchit beaucoup dans la journée. Tu vois, celui-là, c'est celui qui est soumis. Qu'est-ce que ça veut dire soumis? C'est celui qui doit obéir. L'autre, le bleu, c'est le chef. C'est pas parce qu'il est bleu qu'il est chef. C'est parce que, dans sa tête, c'est lui qui est le chef et l'autre obéit. Laura, voilà. Alors tu fais comme ça, là, ici, viens là. Voilà. Allez, Laura. Voilà. Alors tu vois, comme je mets ma main avec, il vient sur ton bras. Mais s'il voit que je ne tiens pas le bras est petit, il ne va pas vouloir venir. Parce qu'il sait que s'il va sur une petite branche et qu'elle casse, il va tomber. Alors, le rouge, c'est le hara macao. Et comment on reconnaît les haras? Le hara, c'est celui qui a le bec crochu et qui a une très grande queue. Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh, l'amour donne des ailes. Ouais. Et puis, regarde ça. Oh là 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 là. C'est quoi ça? On appelle ça du singe araignée. Du singe attelle, singe araignée ou quata. Il a combien de doigts à sa main? 4. 4. Quel doigt il manque? Le pouce? Et voilà. C'est un singe, il est tout le temps comme ça et il s'accroche sur les branches. Parce que s'il avait le pouce, ça le gênerait. Mais il se sert aussi de sa queue, hein. C'est une queue préhensible. Oh, il a une drôle de tête, celui-là. C'est un tapir. C'est un peu dans une famille, un peu des hippopotames, parce qu'il marche sous l'eau. C'est un animal qui peut rester plus de 3 minutes en apnée. Donc le puma, l'oslo, ils ne peuvent pas l'attraper. Mais le jaguar, lui, il peut rester 4 minutes sous l'eau. Et quand le tapir va dans l'eau, il n'y a que le jaguar qui peut l'attraper. Tous les autres ne peuvent plus l'attraper. Hein? Marrant. Alors ça, c'est des ossemas.
j'ai hébergé 2 animaux, Puma et Oslo, dans la même cage, puisqu'il valait mieux qu'ils restent ensemble, élevés ensemble, comme vous avez chez vous un chien et un chat. Aux grandes dames des scientifiques qui juraient que les deux ne pouvaient pas vivre ensemble, non seulement ils ont vécu, mais ils ont reproduit. C'est donc des papas Oslo, maman Puma, donc c'est Osema. Il est énorme cet anaconda. C'est sûr qu'à côté du serpent le plus gros du monde, le boa fait vraiment rikiki. Voilà. Il y a 93 espèces de serpents, il y en a 5 à risque. Qu'est-ce qu'il y a comme espèce de serpent? Grage, corail, fer de lance, c'est les 3 principaux. Boa, rappelez-vous, boa, il n'y a pas de venin. Il est trop beau. Je veux le même à la maison. Oui, toi, tu ne fais pas comme au petit, tu ne passes pas la corde autour du cou. Ici, à 18h30, il fait nuit. C'est l'heure de rentrer chez Christine, qui nous attend pour un dernier dîner. À table. Miam, miam. Waouh, il est trop beau. C'est l'Aymara, il vit dans les criques, c'est-à-dire dans les petits ruisseaux en forêt. Il se cache sous les rochers et il faut le pêcher avec du fil d'acier. Parce que C'est vachement dur. On dirait un animal préhistorique. Il fait 5 kilos, ce poisson, c'est ça? Ouais. 5 kilos. Je revends. Passez-moi les assiettes de ça. Au revoir. Direction les îles du Salut. Nous retrouvons notre chère Nationale 1, dont le tracé remonte au temps du bagne. C'est en 1792 que naît l'idée d'exiler en Guyane les forçats surnommés à l'époque parasites de la France. L'église d'Irakubo raconte à sa façon cette page d'histoire. C'est en effet un ancien bagnard qui, pour remercier le prêtre qui l'avait recueilli, a recouvert de fresques naïves les murs de l'édifice aujourd'hui classé monument historique. C'est à Kourou que nous attend la navette pour les îles du Salut. Des îles transformées en prison pour enfermer jusqu'en 1946 des milliers de bagnards, des prisonniers politiques ou de droit commun, mais aussi des hommes condamnés pour un simple vol. Il a pas plu, mais je suis mouillée quand même. Ces bagnards, ils étaient sur des îles de rêve. On n'a pas moyen d'être bagnard chez nous. Difficile d'imaginer en découvrant ce site paradisiaque qu'en ces lieux, Cesnec, Dreyfus et des milliers d'autres prisonniers vécurent là les pires heures de leur existence. L'enfer dans le paradis, dira Albert Londres. C'est Serge, ancien capitaine dans la marine marchande, reconverti en guide touristique qui va accompagner notre visite. Le point de vue est dans le Mambo, là. Ah, il est beau, là. Vous avez là une vue sur l'île du Diable, là. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les îles du Diable? Parce que ces îles se situent entre des fonds de 20 mètres dans le nord, là, 10 mètres dans le sud, et qu'on considère ces 3 îles très dangereuses pour la navigation. Avec l'arrivée des bagnards en 1852, ces 3 îles vont servir de plateforme initiale à la distribution du bagne en Guyane. Donc il y avait énormément de bagnards. On a compté jusqu'à 1200 bagnards sur ces 3 îles. Il ne faut pas oublier que ce sont des bagnes militaires coloniaux. Donc les surveillants, ce sont des militaires. Et on peut dire d'ailleurs qu'au bagne, la discipline appliquée aux bagnards, c'était véritablement une discipline militaire. Voilà. Il y avait une règle générale, c'était 5 surveillants pour 100 bagnards. T'es armé, les surveillants? Naturellement, ils ont tous un revolver, éventuellement une carabine s'il y a besoin. L'adjoint du surveillant, ici, on ne l'appelle pas un capot, on l'appelle un porte-clés. Porte-clés. Ça va être des sacrées grosses clés. Oui.
Vous avez là l'église. C'est le premier bâtiment en pierre construit par les Bagnards. Cette église va être mise en service le 25 décembre 1854, 18 mois après l'arrivée des premiers Bagnards. Et qu'on travaille dur. Hein. Ouais. Donc ici l'hôpital militaire qui est très beau. Hein. Il a aussi été construit par les Bagnards? Oui, cet hôpital a été construit par les Bagnards. Vous voyez, toute la façade est en pierre de taille. Hein. Regardez, vous avez des dessins allégoriques de scènes de l'hôpital qui ont été faits par un Bagnard. Et tout près du quartier de l'administration, le camp de la transportation, avec ses cellules, et pire, ses cachots. Ici, c'est le quartier des cachots noirs. Et là, vous avez 34 cellules. Les Bagnards enfermés là-dedans peuvent passer 23 heures par jour hein, dans leurs cellules à l'isolement complet. Ce quartier disciplinaire, on l'appelle la maison du silence. Hein. Les Bagnards enfermés là-dedans n'ont pas le droit de parler, ils n'ont pas le droit de communiquer. Le bruit caractéristique, naturellement, reste le bruit de la serrure qui fait sauter le Bagnard derrière. Le plus dur dans ces cachots, c'est d'être au pain sec et à l'eau 2 jours sur 3. On ne leur donnait la soupe que tous les 3 jours, vous voyez. Des forges, des ateliers, le sort réservé aux autres prisonniers n'était pas plus enviable. Leur travail servait à pallier au manque de main-d'œuvre locale. Il y a eu beaucoup de tentatives d'évasion. On peut dire que les Bagnards qui étaient envoyés sur les îles du Salut perdaient complètement ce rêve d'évasion. Hein. Et un Bagnard qui perdait ce rêve d'évasion, eh bien, perdait presque son espérance de vie, hein, parce que l'évasion faisait partie, naturellement, hein, de la survie des Bagnards. Est-ce qu'il y en a, ils se sont échappés? Très peu. On cite 3 ou 4 évasions de Bagnards ici, réussies, hein, parce que s'évader d'être mangé par les requins, c'est pas la peine de s'évader. Il fallait mieux rester sur les îles. Hein. Comment les reconnaissaient, les prisonniers? Ils avaient une tenue spéciale, avec un pantalon et une vareuse, qu'on appelait, hein, avec des bandes verticales rouges et blanches. Hein. Durant les tentatives d'évasion, il n'est pas rare que les gardiens soient blessés ou tués. S'ils ne sont pas guillotinés, les prisonniers récalcitrants sont condamnés à la réclusion sur l'île de Saint-Joseph, dans des conditions de détention inhumaines. Même les plus forts ne survivent pas au-delà de quelques mois. Comme pour effacer ce passé obscur, la nature ici a repris ses droits. C'est pas une matoutou, mais quand même. L'arbre a crevé la grille. Wow. Alors ça, dans ce camp, il y a 112 cellules. Et il y avait un Bagnard par cellule? C'est l'isolement complet, là. Hein. D'accord. Et vous voyez, le pire de tout, là, c'est ça. Pour éviter aux surveillants d'avoir à ouvrir les portes pour voir ce qui se faisait, ils passaient, les surveillants passaient sur cette passerelle-là et pouvaient jeter un coup d'œil sur chaque cellule. Hein. D'accord, par-dessus les grilles. Voilà. Et pour ne pas être entendu par les Bagnards, ils mettaient des chaussons. Ah, ouais, c'est terrible. Hein, Allez, sortez-nous de là! Mais pourquoi? Non! Des entraves forcées! Non, non! On a réussi! Les enfants ont au fait de contourner l'histoire tragique de ces lieux en les transformant en terrain de jeu. C'est sans doute préférable. Le soir, de retour à l'hôtel, petit plongeon dans le présent pour se préparer au futur. Les vestiges historiques du Bagne sont voisins d'un centre spatial ultra moderne. Waouh, super la fusée! J'avais jamais vu de fusée avant. Je voyais ça plus petit quand même. Il s'agit d'une maquette à échelle réelle de la fusée Ariane, fleuron de l'industrie européenne depuis 1964. Les enfants sont ravis. C'est pas tous les jours que l'on peut pénétrer dans la célèbre salle Jupiter. C'est d'ici que sera pilotée la fusée lors de son prochain décollage.
Devant tant d'enthousiasme, la visite du musée de l'espace devient une étape incontournable. Alors nous, on l'appelle pas une fusée, on l'appelle un lanceur. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle fait, Ariane? Elle lance des satellites. Alors les satellites, ça sert à quoi? Il y a plusieurs types de satellites, C'est pour les télécoms. voir ce qui se passe dans l'espace. Ouais, et puis il y a les satellites d'observation de la Terre pour voir si la Terre va bien, si on fait pas n'importe quoi. Et là, on les voit. N'importe quoi, il fait quoi? Bah, par exemple, s'il y a des messieurs qui sont en train de couper tous les arbres de Guyane, tu vois, ça faut pas le faire, c'est pas bien, donc on surveille un petit peu partout. Pour s'il y a des petits garçons qui font des bêtises. Ah là, c'est les mamans et les papas qui surveillent. On pense que l'espace peut devenir un dépotoir à force, parce qu'on envoie beaucoup de satellites qui meurent et qui restent. C'est-à-dire que les satellites, en fait, leur durée de vie, il y en a 5 ans, 10 ans et 15 ans. Depuis 50 ans, tout pays confondu, on a dû en lancer un peu plus de 5000. Il y en a grosso modo 400 qui sont en activité. Donc le reste sont là-haut, c'est-à-dire que le reste de leur matière propulsive va leur servir à aller un petit peu plus haut sur une orbite qu'on appelle une orbite rebut, une orbite poubelle. Et pendant des années, mais alors beaucoup d'années, ils vont tourner et tourner et tourner. Donc on les stocke tous là-haut. Ouais. Il y a quelque chose qui est donc organisé pour enlever ces satellites ou les mettre ailleurs? Il y aurait un système de filin. Donc on enverrait une espèce de grand filet de pêche, récupérer un satellite, tu vois, on le prendrait et puis une fois qu'il subirait encore une fois l'attraction de la Terre, eh bien en retraversant l'atmosphère, il brûlerait. Donc il y a des choses comme ça, mais c'est... Combien est-ce qu'il y a de lancements à peu près par an? Par an, 5 à 6 lancements pour une Ariane 5. Quand on était à l'époque d'Ariane 4, on avait 10 à 12 lancements par an. Mais comme maintenant, en fait, on met plus de satellites sous la coiffe d'Ariane, eh bien on a réduit les vols. Pas de décollage prévu durant notre séjour. Dommage. J'aurais bien rattrapé dans les bras, mais non. Changement de cap et changement de route. Une piste de latérite rouge, accidentée et sinueuse, pour rejoindre la réserve naturelle des marais de Caux. C'est ici que Ronan nous attend avec sa pirogue. Après avoir embarqué nos affaires, nous glissons au milieu d'une végétation bien particulière. Ces grandes formations là que tu vois s'appellent des mukumuku. En fait, donc toute la végétation herbacée que vous voyez là, en dehors des mukumuku, c'est une savane flottante. C'est l'équivalent en fait d'une banquise tropicale. C'est-à-dire que c'est pas accroché au fond, c'est une savane flottante qui peut tout à fait se déplacer, qui n'est pas fixe du tout. En ce moment, en fait, la rivière est en crue, quoi. Actuellement, vous avez à peu près entre 3,50 m et 4 mètres d'eau dans le lit de la rivière, au plus profond. Et en fin de saison des pluies, ça dépassera les 5 mètres. Regardez, beau. Ça s'appelle un jacana noir. C'est un petit échassier très présent dans le marais. Il subit quand même une assez forte prédation de la part d'écueillements, donc de certains rapaces aussi, de serpents qui mangent des oiseaux comme l'anaconda. Et pour compenser ça, comme la nature est bien faite, il y a un taux de fécondité qui est assez intéressant chez ce poisson. Les bâtiments là-bas qui sont sur la droite, c'est la ferme de Caux, il n'y en a qu'une. On élève ici du zébu. Il y en a une partie du troupeau qui se trouve là, accompagnée d'ailleurs de hérons garde-bœufs. Là, c'est une espèce qui vit toujours à côté. Il y a à peu près 250 têtes de bétail en pâturage libre là sur le marais, quoi. Et dans le marais, il peut y avoir des anacondas? Ah, il y en a, bien sûr, c'est même sûr. Bien. On en a vu il y a 1 mois et demi là, un assez gros qui avait mangé un cabiai déjà 30 kg à l'endroit où il avait sa proie. Ça représentait un serpent qui est déjà de ce diamètre-là, comme un tronc d'arbre. C'est assez monstrueux à voir. On en voit peu. Des anacondas, très dur de les voir. Oui, mais l'observation est très malaisée parce qu'en fait, ils sont dans les végétations denses comme les bosquets de mukumuku. On les voit uniquement quand ils sont en digestion, donc immobiles. Grâce à l'implantation de la réserve, les espèces en voie de disparition peuvent se reproduire, comme le cabial, un très gros rongeur, ou le caïman noir. Notre pirogue prolonge sa course pour nous amener au plus près de cette savane inondée où nous allons passer la nuit. Waouh, quel palace! Gare en moustique. Heureusement, nous avons pris soin de prendre un traitement anti-paludéen. Cool, il y a même un hamac. Le vaccin contre la fièvre jaune est, lui, obligatoire. Valentin. Bienvenue avant
La nuit tombée, c'est l'observation des caïmans qui animera notre soirée. Les yeux rouges, signe de leur présence, disparaissent à notre approche. Le silence est de mise. La patience aussi. Mais va moins vite, hein. Ouais, il est sympa celui-là déjà. Donc ça, c'est un tout jeune caïman à lunettes. C'est par rapport à la barre osseuse qu'il a entre les yeux là. Et les yeux sont bien relevés. Il a quel âge ce caïman? Oh, celui-là, il a quelques mois. Hein. Donc vous voyez, 4 doigts à l'arrière et 5 à l'avant. Il a une double paupière aussi pour pénétrer sous l'eau. Vous voyez, hop. On va le remettre à l'eau. C'est caïman dangereux par ici. Wow, ça c'est déjà une belle bête. Avec les gros? Non, les gros on les touche pas. Ça a plus la tête plate. Donc voilà, caïman à lunettes. La barre osseuse là est bien plus visible entre les deux yeux. Donc les oreilles sont sur les côtés là. Où ça? Derrière les yeux, tu vois, en longueur. Ça c'est ses oreilles. Savoir qu'ils ont une très bonne ouïe. Le ventre est tout bizarre, c'est doux. Tu commences à avoir du bon cuir, mon gros. Un sac à main. Quelqu'un veut essayer de le prendre? Moi je veux bien. Tu mets ton pouce sur la plaque osseuse. Mets-le là, ton pouce, voilà. Et dessous tu mets 4 doigts, mais sans trop serrer. Tu tiens juste, voilà. Là on voit bien les yeux bien relevés, quoi. Au revoir petit. Fais gaffe quand même. Et ça vit jusqu'à quel âge? Une centaine d'années, ouais. Ah ouais, carrément. Celui-là, il a 3 ans et demi à peu près. Ah ouais. Ça se mange? Ah ouais, justement, des années durant, ils ont été chassés, surtout pour la cuirasse, pour la chair aussi, quoi. Bon, on va le remettre. Chacun rejoint son lit pour une nuit bercée par le chant des grenouilles, singes hurleurs et autres petites bêtes. Moi j'ai vu le jour se lever sur le marais. C'était beau. J'ai bien dormi. Les moustiques nous ont laissés tranquilles. En fait, il n'y en a pas, car l'eau est trop acide ici. Alors comme ça, il y a les piranhas. Ça vous tente pour le déjeuner? Décidément, en Guyane, rien n'est comme d'habitude. Et les marins nous réservent encore quelques surprises. Laisse le crayon doit voir. Mâchoire inférieure et monte la mâchoire supérieure. Voilà. Elle est fatiguée. Voilà, il donne un piranha. Ils n'ont pas sauté qu'ils sont venus vers remonter. Les pirailles de la famille des piranhas présentent a priori peu de risques pour la baignade, car le fait de sauter dans l'eau suffit à leur faire peur. Elle est bonne. Aïe! Ouf! Ouais, j'étais mordu. Attends, j'arrive. Il ne devait plus y avoir beaucoup de pirailles dans les parages après notre passage. Oh, j'ai sauté dans les herbes. C'est très agréable. Trois heures de route nous attendent pour rejoindre Regina, tout près de la frontière brésilienne. Petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en cahotant par la pluie et le beau temps. Le Far West, ça existe. C'est ici, là-bas, enfin un peu partout en Guyane. Il se dégage des villages traversés une atmosphère étrange. L'environnement n'y est pas pour rien. Il est évident que la vie ici est rude, et faire sa place et y rester se mérite. Nous passons la nuit au bord du fleuve de l'Aprouag, courtisé une époque par les chercheurs d'or. De bon matin, tout le monde est excité à l'idée d'aller passer 2 jours dans la forêt amazonienne. 2 heures de pirogue sont prévues pour atteindre le saut Saint-Mathias.
Les sauts, ce sont de petits rapides plus ou moins virulents. Il faut être un piroguier averti pour maîtriser tout ce chahut. Mais notre pilote est amérindien, donc expert en la matière. Nos regards scrutent la végétation, espérant secrètement voir surgir le fauve sauvage ou le terrible anaconda. Hélas, sans succès. Le dégrade se distingue et Marie, notre hôte, nous invite à débarquer. Bienvenue tout le monde. Voilà, arrivé à la maison. À la maison? C'est au cœur de la forêt primaire, c'est-à-dire là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied, qu'un confortable campement a été aménagé. Tout ici est le fruit d'un lourd labeur. Il a fallu déblayer le terrain, puis bâtir. Philippe, l'initiateur de ce projet, nous convie à découvrir le carbet amérindien qui nous est réservé. Regarde Valentin, c'est magnifique. Moi je prends celui-là. C'est génial. Moi je prends celui qui est au milieu. Pour pas être près de là-bas. Bon, alors. Non. Oui, t'as regardé ce qu'il y avait dedans d'abord? Ça fait très Far West, écoute. Dans cet environnement protégé, les excursions proposées sont encadrées et surtout orientées sur le respect de la nature. Cela va des techniques de survie en forêt à la connaissance des plantes et à leur utilisation. Enor est amérindien, donc le guide idéal pour cette expédition en terrain inconnu, où nous n'aimerions surtout pas nous perdre. Ça, c'est le shawarikali. On peut l'appeler aussi l'arbre à tambour. Parce que si on tape sur les racines, ça résonne. C'est l'appel SOS. Qu'est-ce qu'il y a de dangereux dans la forêt Au niveau d'insectes, il n'y a aucun insecte dangereux. Donc ce qui est dangereux ici dans la nature, c'est les chutes d'arbres qui viennent de haut. À la saison des pluies, donc il faut faire très attention pour faire les rondeaux. Parce que c'est là, on n'entend pas. Souvent, nous, on repère s'il y a une branche qui va tomber. On sent que ça fait bouger une branche et ça fait tomber des gouttes de pluie. Plus, et on sait qu'il dit stop, il y a une branche qui va tomber. Moi ici, dès que je quitte le camp, je sens tout ce qui est autour de moi. Au niveau des insectes, j'arrive à sentir. Serpent, mygale, scolopente, ou soit. C'est l'odorat. C'est l'odorat. Ah, c'est l'odorat. Il y a beaucoup de problèmes avec les araignées. Non, au niveau d'araignées, il n'y a pas d'araignées qui sont mortelles ici. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines araignées qui piquent, on doit dire qui mordent, mais qui ne sont pas venimeux. Alors attention, parce que la semaine dernière, on en a vu 2 jaguars qui sont planqués derrière dans les racines. Bon, ils ne sont pas agressifs. Ouais. Attends, il est où le chemin le plus dégagé? Ah mais oui. Le cœur de palmier que vous avez mangé hier à midi, ça vient de ce palmier. Je vais juste vous faire voir un peu la technique, comment nous, on a grimpé sur cet arbre pour aller chercher les fruits. Et moi, je peux essayer? Ah, c'est pas pratique. Je viens essayer. C'est pas très pratique avec des bottes. Attends. Bravo! Il y a du rhum, Ah, c'est la cote. Les bottes en caoutchouc. La gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Il y a un petit trou ici. Il descend assez profond. Il y a les marécages ici. Finalement, nous ne croiserons aucun animal féroce, ni anaconda, ni mygale.
Seulement des petits singes perchés à l'abri tout en haut des arbres. La faune fuit l'humain, prédateur qui chasse trop, braconne et saccage, faisant reculer l'espèce animale vers la forêt plus profonde où l'homme n'a pas accès. Même les morphos, ces merveilleux papillons au bleu éclatant, se font rares. Mais c'est aussi parce que ce n'est pas la saison. Attention là, on en a jusqu'au genou. Ouais, ça veut dire j'en ai jusqu'au... Beaucoup plus. Là, il y a des traces de sabots de tapir. Vous êtes sûr que c'est par là? Ah bah il pleut. Ça change. Étonnante aventure d'où nous ressortirons submergés d'émotions jamais ressenties auparavant. Des lieux magiques qui, depuis 5 ans, nourrissent l'imagination de Marie. Je reconnais les couleurs de l'arbre du chinanguier. Exactement. Bon alors moi je fais évidemment une interprétation, j'utilise un support qu'il n'avait pas puisque moi j'utilise le verre. Dans une démarche qui au départ n'est que esthétique, finalement on rentre dans un monde et on se rend compte à quel point il est grand. Et comme la forêt, on a l'impression que c'est inépuisable. On a l'impression qu'on n'en viendra jamais au bout. Je pense que c'est l'impression que vous avez dû avoir aussi en rentrant dans la forêt. Hein. Et en même temps, on se dit, mais elle s'étend jusqu'où, cette forêt-là? Parce que, oui, nous, on aurait tendance à vouloir limiter l'histoire, et en fait, c'est toujours plus loin. Toujours plus, ouais. Et de l'infiniment grand de la forêt, quand on commence à revenir vers le petit et l'infiniment petit, qui pourraient être si insignifiantes et qui ont tout leur sens aussi, qui ont toute leur vie complète, dépendante de cet univers immense. Donc c'est vrai que cette forêt, il faut la préserver. Et pour préserver les choses, il faut les aimer. Oui, avec l'amour. ça. Au matin, la forêt est en pleine ébullition et nous sommes réveillés par les singes hurleurs, appelés aussi babounes. Leurs cris étranges ont une portée de 5 à 6 km. Le cri du singe hurleur, ça fait peur. Mais c'est pas ça qui peut nous arrêter. D'ailleurs, il est là, monseigneur. Tiens, ça a sonné. Atelier empaillage. Allez, empaillons. Super, on va devenir millionnaire. Allez. Moi je veux le gros. Ouais. Comme ça j'aurai plus de chances de le trouver. Faire aussi comme un chapeau, vous pouvez le mettre sur la tête. Je me suis assommé. C'était comme si on était des aventuriers. Mon mec a 300 kilos. Des petits bras. Alors le but du jeu, c'est de voir ce que tu peux récupérer. Voilà. Apparemment la terre, il faut la récupérer. Le reste, ça sert à rien. Il y a des petits poissons. Ah, des poissons, on va chasser les poissons. Si vous trouvez des diamants, ça compte pas. Comme ça là, ça va. Voilà, c'est bien. Les cailloux. Ah, ça tue le dos. T'as déjà trouvé une petite ici? Des paillettes, oui. On vient, je dirais, il y a à peu près 200 grammes, 230 grammes. Non. Ouais. En paillettes, 200 grammes de paillettes? Ouais, des paillettes. Hein. Bah, c'est vrai que j'ai récupéré tous les jours. Wow. Et ça, tu peux le vendre? Après, oui, oui. On fait couler un peu tout ça dans la main. Il y en a à peu près 10 paillettes. Les petits points qui brillent jaune ici. Ouais. Ça, c'est de l'or. Ouais, ils sont vraiment micro paillettes. On a un bon paquet, hein. Celui qui a ça, il a un bon paquet. Hein. Bah, j'en ai trouvé 2. Pas mal. Mais là, il y en a 4. On va pas se risquer avec ça.
Pour l'atelier suivant, la forêt nous ouvre de nouveau les bras. Mais on y va pieds nus? Effectivement, tant de bien-être nous fait oublier les précautions les plus élémentaires. Ah, on passe par la rivière, à l'Anaconda. Nous marchons sur les traces des premiers aventuriers qui, à la recherche de l'Eldorado, empruntaient ce même fleuve l'Aprouague, l'un des plus longs de Guyane. Pratique de nager avec Zarion. Fatigant. Juste le temps de souffler et il nous faut hélas songer au départ. Ah, déjà? Moi, j'aurais bien aimé rester encore ici. Salut. Alors, et bon c'était souvenir vraiment de un tout ça. plaisir. Ouais, super. Et ouais. Belle histoire. Et bonne continuation, il faut garder la pêche pareil. Hein. Mais on va essayer. Bon voyage. Allez, au revoir, à bientôt. Parlez bien de la Guyane surtout. Hein. Qui connaît bien la Guyane? Je pense que ciao, bon retour. Dernière halte aux cascades de Fourgassier et ultime rencontre avec cette forêt qui repousse ses limites comme elle a fait reculer les nôtres. Pour nous, un Eldorado que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Moi, ce que j'ai préféré, c'était l'aventure en forêt. J'ai pu voir plein d'animaux que je connaissais pas. Je pourrais dormir dans un hamac.